Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous considériez comme un véritable ami? Peut-être qu'après 50, 60 ou même 70 ans, vous avez réalisé que certaines relations étaient en fait des chaînes. C'est comme si certaines personnes ne restaient à vos côtés que tant que vous leur étiez utile, agréable ou commode. Lorsque le vent de la vie tourne, santé, l'argent, l'influence, elles s'éloignent, sans se retourner. La plupart des gens ne veulent pas la liberté. Ils veulent seulement un bon maître. Freud. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux signes profonds, révélés par Sigmund Freud, qui peuvent dénoncer un faux ami. Il ne s'agit pas de jugements superficiels ou de conseils d'auto-assistance. Ce sont des signes psychiques, enracinés dans le comportement inconscient, qui révèlent ce que Freud appelait l'intention cachée de l'âme. Pour Freud, l'amitié est aussi un champ de projection. L'autre n'est pas toujours aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Statut, compagnie, utilité émotionnelle, sentiment de pouvoir. Lorsque cette représentation s'effondre, que ce soit à cause du vieillissement, de la faiblesse, d'un changement de phase, le lien s'effondre. Ce qui semblait aimant devient indifférent. Ce qui semblait solide se révèle intéressé. Peut-être avez-vous vécu cela personnellement. Une amitié de longue date qui s'est effondrée face à une perte, une maladie, un changement de vie. Et comme beaucoup de personnes qui mûrissent, vous vous êtes senti trahi, utilisé ou simplement rejeté. Freud nous rappelle que ces sentiments ne sont pas des délires de vieillesse, mais des révélations de l'inconscient qui ont finalement fait surface. Avec le temps, la conscience devient plus claire. Et plus nous nous approchons de la dernière phase de la vie, plus notre esprit semble voir ce que nous ne voyions pas auparavant. Des intentions dissimulées, des mots à double sens, des gestes calculés, des silences qui en disent long. La maturité a ce don cruel et libérateur, celui d'éclairer ce que la jeunesse a romancé. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas une attaque contre qui que ce soit, mais un appel à la clarté. Il y a des amitiés qui durent toute une vie, et d'autres qui ne durent que le temps où vous êtes au sommet. Le problème est que nous insistons souvent sur des relations qui sont déjà mortes, parce que nous avons peur de la solitude ou honte de reconnaître l'erreur. Freud disait que l'être humain a tendance à répéter les mêmes schémas relationnels. C'est pourquoi une fausse amitié n'est souvent pas la première. Elle n'est qu'une nouvelle répétition de quelque chose de non résolu, une vieille blessure émotionnelle qui continue à chercher du réconfort auprès des mauvaises personnes. Selon Sigmund Freud, le premier signe d'un faux ami se cache dans des mots apparemment doux, mais chargés d'ambiguïté. Freud appelait cela l'ambivalence émotionnelle, c'est-à-dire la coexistence de sentiments opposés envers la même personne. Amour et colère, admiration et envie, respect et mépris. Tout cela cohabitant dans la même phrase. Cette ambivalence ne s'exprime généralement pas de manière directe. Au contraire, elle se manifeste par des commentaires venimeux déguisés en compliments tels que « Waouh, tu es superbe pour ton âge. J'admire sincèrement ta force. Je ne pourrai jamais vivre comme tu vis. Félicitations pour ton courage. Je n'aurai pas l'audace de porter cette tenue. Tu vis toujours seul? Quelle bravoure !» À première vue, ce sont des phrases affectueuses. Mais en les écoutant attentivement, on remarque une deuxième couche, un ton condescendant, ironique ou un jugement silencieux. C'est comme si la personne posait une fleur sur la table, mais laissait une épine cachée en dessous. Freud a expliqué que ces expressions sont des formations compromises de l'inconscient, des propos dans lesquels le désir ou l'hostilité réelle est partiellement censuré par la morale, mais trouve encore une faille pour se manifester. Comme il n'est pas socialement acceptable de montrer de la jalousie, de la compétitivité ou le désir de rabaisser l'autre, le sujet habille ses émotions d'un manteau de compliments. Et cela est particulièrement courant dans les amitiés avec des antécédents de comparaison, ceux qui ont eu la même profession, les mêmes rêves ou qui ont vécu des phases similaires de la vie. Quand l'un commence à mieux vieillir ou fait preuve de plus de sérénité dans la maturité, l'autre peut avoir le sentiment d'avoir perdu le « jeu invisible » de la vie et commence alors à attaquer avec ses compliments ambigus. Le faux ami reste proche non pas par admiration sincère, mais par un désir inconscient de préserver une hiérarchie cachée, où il continue à contrôler le récit, plus jeune, plus prospère, plus lucide, plus désiré. Il ne supporte pas de vous voir occuper une place brillante, surtout s'il s'agit d'un éclat tranquille qui ne dépend pas d'efforts pour apparaître. C'est pourquoi il utilise le compliment empoisonné comme un instrument, pour vous maintenir dans une position ambiguë, confuse, où vous commencez vous-même à douter de ce que vous avez entendu.
Était-ce un compliment? Était-ce une provocation? Suis-je trop sensible? Si vous devez souvent déchiffrer les compliments de quelqu'un, c'est le signe que la relation est chargée d'une tension émotionnelle mal résolue. Si vous ressentez un malaise inexplicable après une conversation, même si tout semblait normal, faites confiance à cette sensation. Le corps parle avant que la raison ne comprenne. Et Freud insistait sur le fait que le malaise est l'indice le plus fiable de la répression inconsciente. Ces personnes ne sont presque jamais clairement hostiles. Elles ne crient pas, n'accusent pas, ne rompent pas les relations. Elles sont subtiles. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont dangereuses, parce qu'elles vous usent silencieusement, avec des micro-piqûres émotionnelles qui s'accumulent au fil des ans. Ce type d'amitié peut durer des décennies, et souvent, ce n'est qu'après 50 ou 60 ans que vous réalisez que cette personne qui louait toujours vos réalisations ne vous a jamais vraiment soutenu. Elle tolérait, dissimulait, ironisait, mais elle ne vibrait pas avec vous. Et cela, petit à petit, mine l'âme. Freud disait que ce qui n'est pas exprimé clairement revient par des voies détournées. Un ami qui n'arrive pas à gérer ses sentiments contradictoires finira tôt ou tard par laisser échapper sa vérité, généralement à travers ses phrases tranchantes au parfum de fleurs. C'est pourquoi le conseil pratique est le suivant. Prêtez attention non seulement à ce qui est dit, mais aussi au ton, au regard, à l'ambiance après le compliment. Et plus encore, observez ce qui arrive à votre énergie après la rencontre. Vous sentez-vous plus léger ou plus petit? Un véritable ami vous élève, même dans le silence. Un faux ami vous rabaisse, même avec de belles paroles. En cas de doute, rappelez-vous, ce qui est refoulé ne meurt jamais. Il est enterré vivant et revient sous des formes pires. Freud, si vous sentez que le compliment vous apporte de la culpabilité, de la gêne ou de la confusion, le poison est peut-être dans le verre. Et même s'il ressemble à du vin, votre corps sait quand il est temps d'arrêter de boire. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Le deuxième signe d'un faux ami, selon les principes de Sigmund Freud, ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il ne fait pas. C'est le silence dans les moments difficiles, l'absence dans les phases sombres, la fuite subtile au moment où vous aviez le plus besoin de quelqu'un. Freud disait que le surmoi rigide, lorsqu'il est soumis à des situations qui exigent une réciprocité émotionnelle, se retire et manifeste du mépris. C'est comme si le faux ami disait sans mots « Si tu ne peux plus m'offrir ce qui m'intéressait, alors je ne mérite plus ta présence. » C'est la logique inconsciente du rejet. Le faux ami n'est pas celui qui s'est éloigné parce qu'il a perdu son téléphone portable ou parce qu'il est confronté à ses propres souffrances. C'est celui qui ne s'approche que lorsque tout va bien, lorsqu'il y a de la fête, la santé, l'argent, de bonnes nouvelles, le prestige social. Mais dès que surviennent la douleur, le deuil, la crise, la solitude, il disparaît comme de la fumée dans le vent. Ce retrait émotionnel, aux yeux de la psychanalyse, révèle bien plus qu'une simple négligence. Freud interpréterait cette attitude comme une fuite devant le miroir de sa propre peur. Être proche d'une personne vulnérable, c'est pour beaucoup comme regarder dans un miroir qui montre ce qui va arriver. La vieillesse, la solitude, la maladie, la finitude. Le faux ami s'éloigne non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il ne supporte pas de voir en vous l'image de ce qu'il craint de devenir lui-même. Il préfère entretenir des relations légères, joyeuses, superficielles. Mais lorsque la vie exige de la profondeur et de la présence, lorsque vous êtes fragilisé, il ne parvient plus à feindre l'implication. Il disparaît, et cette disparition n'est pas toujours physique. Parfois, elle est émotionnelle. Il reste présent, mais change de sujet lorsque vous essayez de vous confier. Il vous interrompt avec des phrases telles que « Ne pensez pas à ça maintenant, parlons de choses plus agréables. Ce n'est qu'une phase, vous exagérez. Essayez de penser positif. Ça passera. » Mais vous sentez que ces paroles ne vous réconfortent pas, que votre douleur est une nuisance, que votre moment n'est pas le bienvenu. Freud appelait cela le refus de l'empathie profonde, une défense de l'ego qui bloque la compassion, car ressentir la souffrance de l'autre peut être émotionnellement intolérable. Et malheureusement, plus les années passent, plus ces épreuves apparaissent. La perte d'être cher, la retraite, la solitude, les limitations physiques, la fragilité émotionnelle. Tout cela révèle avec une honnêteté brutale qui reste à vos côtés par amour véritable et qui n'était là que par commodité émotionnelle. C'est dans ces moments-là que vous comprenez qu'il y a une énorme différence
entre ceux qui célèbrent avec vous et ceux qui vous tiennent la main dans l'obscurité. Le faux ami n'entre jamais dans l'obscurité. Il attend que vous en sortiez pour réapparaître, comme si de rien n'était. Et cette absence, aussi douloureuse soit-elle, est aussi un cadeau, car elle révèle la vérité sans que vous ayez besoin de poser de questions. L'absence parle, elle crie, elle dénonce et elle libère. Freud nous a appris que l'être humain évite ce qui lui rappelle ses limites. C'est pourquoi, si quelqu'un s'éloigne lorsque vous êtes en crise, ce n'est peut-être pas à cause de vous. C'est peut-être à cause de la façon dont votre douleur a mis à nu l'illusion que l'autre voulait entretenir, celle que tout est sous contrôle, que le temps ne passe pas, que rien ne s'effondrera. Mais vous le savez, le temps passe, la vie change. Et avec la maturité, nous apprenons que la présence véritable vaut mieux que 1000 mots vides de sens. C'est pourquoi, si vous avez regardé autour de vous dans votre pire moment et que vous n'avez pas vu cette personne qui disait être votre amie, peut-être n'a-t-elle jamais été vraiment votre amie. Et accepter cela, aussi difficile que cela puisse être, est le début d'une nouvelle phase, plus légère, plus honnête, plus propre de toute fausseté. La douleur enseigne, et l'absence révèle, car celui qui ne supporte pas votre douleur ne mérite pas non plus votre compagnie dans la joie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après tant de déceptions, vous continuez à vous impliquer avec le même type de personnes? Pourquoi certains amis, bien qu'ils changent de visage, semblent avoir le même comportement, contrôlant, envieux, absent, intéressé? Freud a nommé ce phénomène avec précision, répétition compulsive. Pour lui, l'inconscient porte en lui des souvenirs émotionnels profonds, en particulier les traumatismes non résolus. Et lorsque ces souvenirs ne sont pas affrontés consciemment, l'esprit tente, par des voies inconscientes, de revivre le même type de douleur, comme s'il cherchait un moyen de finalement la surmonter. Mais ce qui se passe, en pratique, c'est une succession de relations frustrantes, où la blessure ne fait que s'aggraver. C'est comme si à chaque nouvel ami, l'inconscient disait « Cette fois, je vais réparer ce qui n'a pas fonctionné auparavant ». Mais le nouvel ami porte le même poison que le précédent, et le cycle recommence. À l'âge adulte, cette répétition peut devenir encore plus dangereuse, car le temps semble compter. Beaucoup, au lieu de s'éloigner de ce qui fait mal, tolèrent par peur de la solitude. Ils acceptent la présence de personnes toxiques parce qu'ils estiment que, à ce stade de la vie, cela ne vaut plus la peine de couper les ponts avec qui que ce soit. Mais cela en vaut la peine. Cela en vaut toujours la peine. Freud disait que la répétition est une forme de déni du deuil. Vous ne voulez pas accepter qu'un lien ait été rompu, que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous ait trahi, que vous ayez espéré de l'amour là où il n'y en avait pas. Vous cherchez alors un substitut, avec un autre nom, un autre visage, mais avec la même structure interne, et vous y placez les mêmes attentes. Ce processus devient un masochisme affectif, où la douleur est recyclée au nom de l'espoir. Vous en venez à supporter des humiliations subtiles, des ironies fréquentes, des absences qui font mal, de petites manipulations. Tout cela avec la justification que il vaut mieux avoir quelqu'un que rester seul. Mais cette logique emprisonne, car en essayant de guérir la blessure, vous la rouvrez. Et Freud avertissait, l'inconscient ne fait pas la distinction entre le passé et le présent. C'est pourquoi, en répétant, vous ne progressez pas. Vous ne faites que revivre la douleur initiale sous de nouveaux masques. La maturité, cependant, offre un avantage, la conscience accumulée. Avec les années, il est possible d'identifier les schémas. Vous voyez que ce nouvel ami a exactement les mêmes traits que le précédent. Et, plus important encore, vous choisissez de ne pas continuer. Briser le cycle n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé. C'est le signe que vous avez enfin entendu le cri silencieux de votre âme, qui vous dit « Ça suffit, je ne serai plus le cobaye de ma propre blessure ». Certaines personnes entrent dans notre vie uniquement pour nous apprendre jusqu'où nous pouvons aller sans nous perdre. Une fois cette leçon apprise, leur présence devient inutile. Il faut du courage pour rompre avec ce qui nous est familier, même lorsque ce familier nous détruit, car l'esprit préfère le connu à l'incertain. Mais le cœur, lorsqu'il mûrit, sait que la paix est au-delà de la répétition. Si vous avez l'impression de vivre le même drame avec différents amis, ce n'est pas de la malchance, c'est un schéma, et les schémas ne se brisent qu'avec une attitude, avec un choix conscient, avec la coupure nécessaire. Freud disait que tout symptôme est un message de l'inconscient, et la répétition de relations toxiques est l'un de ces messages. Ne l'ignorez pas, car la douleur qui se répète
n'est pas une punition, c'est une invitation à la transformation. Et la vie, même après 50 ans, continue de vous offrir de nouvelles chances, y compris celle de mieux choisir les personnes avec lesquelles vous cheminerez. L'idéalisation est la survalorisation inconsciente d'une personne qui, en réalité, ne peut pas correspondre à cette place. Sigmund Freud. Le quatrième piège qui nous fait tomber dans de fausses amitiés a un nom élégant mais des conséquences douloureuses, l'idéalisation. Freud disait qu'idéaliser quelqu'un, c'est attribuer à cette personne une valeur, une pureté ou une loyauté qu'elle n'a jamais réellement eue. C'est peindre une image parfaite, non pas en fonction de ce qu'elle fait, mais en fonction de ce que vous aimeriez qu'elle soit. Au début d'une amitié, ce processus est subtil. Nous admirons l'autre pour son intelligence, sa gentillesse, son humour, mais peu à peu cette admiration se transforme en projection. Nous commençons à voir en cet ami un être presque sacré, quelqu'un qui ne nous décevrait jamais, qui saurait toujours quoi dire, qui ne nous abandonnerait jamais. Et ainsi nous élevons l'autre sur un piédestal invisible. Mais personne ne peut rester longtemps sur ce piédestal. L'être humain réel commence à émerger. De petits défauts apparaissent. Des contradictions surgissent. Des mots blessent. Des présences manquent. Et quand cela arrive, la chute est dure, non seulement pour l'autre, mais surtout pour celui qui l'a idéalisé. Freud était clair. Idéaliser, c'est déformer. C'est voir l'autre avec les yeux du désir et non de la réalité. C'est aimer un fantasme et non une personne. Et le problème, c'est que le fantasme, tôt ou tard, se dissout face à la réalité. Lorsque vous idéalisez un ami, vous ne voyez plus les signes qu'il vous envoie depuis le début. Les absences, la compétitivité, l'ironie déguisée, le manque d'empathie. Vous ignorez tout cela parce que vous avez créé une image si belle que vous refusez d'accepter la moindre fissure. Mais la fissure ignorée grandit, et un jour, elle brise l'image entière. C'est l'une des principales sources de déception à l'âge mûr. Beaucoup de gens, lorsqu'ils atteignent 50, 60 ou 70 ans, se rendent compte qu'ils ont passé des décennies à aimer des idées et non des personnes. Elles ont trop fait confiance, pardonné plus que nécessaire, tué des vérités pour maintenir en vie une amitié qui, au fond, n'a jamais été réciproque. Elle en avait seulement l'air. La grande leçon freudienne est simple. La véritable amitié n'est pas faite de perfection, mais d'imperfection acceptée. Le véritable ami n'est pas celui qui ne se trompe jamais, mais celui qui se trompe, le reconnaît, répare et reste à vos côtés, sans masque, sans idolâtrie, juste avec sa présence et sa vérité. Descendre ses amis de leur piédestal, c'est les libérer autant qu'on se libère soi-même. C'est permettre à l'autre d'être humain et, ce faisant, découvrir si l'affection survit en dehors de l'illusion. Certaines amitiés ne survivent pas, d'autres, oui, et ce sont celles qui en valent la peine. Idéaliser est une forme de contrôle émotionnel. Vous essayez de figer l'autre dans une image parfaite pour éviter d'être blessé. Mais l'effet est inverse. Plus l'idéalisation est grande, plus la douleur de la rupture sera grande. Car vous ne perdrez pas seulement un ami, vous perdrez le rêve que vous aviez construit autour de lui. La maturité invite au réalisme affectif, à regarder les choses en face, sans voile, sans filtre. À 50 ans et plus, nous avons suffisamment vécu pour comprendre que l'amour et l'amitié ne s'épanouissent que lorsqu'il y a de la place pour l'erreur, pour le pardon, pour la vérité nue. Si vous avez été déçu par quelqu'un, posez-vous la question suivante. M'a-t-il trahi ou l'ai-je idéalisé au-delà de ce qu'il pouvait m'offrir? Cette question peut faire mal, mais elle peut aussi libérer. Car lorsque vous vous libérez de l'idéalisation, vous commencez à voir qui mérite vraiment d'être à vos côtés. De plus, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de masques ni de promesses impossibles, mais seulement de liens authentiques. Parmi tous les signes d'une fausse amitié, celui-ci est peut-être le plus silencieux et le plus troublant, le plaisir caché face à votre douleur. Freud a décrit ce phénomène comme une forme de sadisme psychique déguisé. Il ne s'agit pas d'un sadisme explicite, agressif, destructeur. C'est le plaisir voilé de voir l'autre souffrir, à condition que cela se fasse sous le couvert des bonnes manières, de la solidarité, de la fausse camaraderie. Avez-vous déjà remarqué que certains amis semblent plus disponibles lorsque vous traversez des difficultés, mais pas pour vous aider, plutôt pour vous observer? Ils se montrent plus souvent, appellent plus souvent, posent plus de questions. Mais il y a quelque chose d'étrange dans leur regard, dans le ton de leur voix, dans leur énergie. Au lieu de compassion, vous percevez un léger soulagement, un réconfort déguisé, comme si votre douleur leur apportait une forme d'équilibre intérieur.
Oh, c'est vraiment dommage ce qui t'est arrivé, disent-ils, mais leurs yeux brillent. Je ne savais pas que ta retraite était si difficile, et vous sentez un léger sourire vous échapper. Je me doutais que ton projet ne marcherait pas, murmure-t-il, avec une pointe de satisfaction à voir leurs prédictions se confirmer. Selon Freud, ce comportement découle de ce qu'il a appelé le mécanisme de comparaison narcissique. Pour beaucoup de gens, la seule façon de se sentir bien dans leur peau est de voir l'autre dans une situation pire. Cela est particulièrement courant dans les relations où il existe une compétition cachée entre frères et sœurs, collègues de travail, et oui, entre amis de longue date. Le faux ami ne souhaite pas explicitement votre échec, mais, inconsciemment, il espère que vous n'irez pas aussi loin, car votre succès, votre bonheur ou votre stabilité expose ce qu'il n'a pas réussi à atteindre lui-même. Votre réussite révèle le vide de l'autre. Et la façon la plus inconsciente et cruelle de gérer cela est d'attendre votre chute. Et lorsque la chute survient, car nous connaissons tous des échecs, cet ami ne se montre pas empathique, mais presque satisfait. Il vous offre une écoute déguisée en consolation, mais au fond, il ne souhaite pas votre rétablissement, car tant que vous êtes à terre, il se sentira moins vaincu dans sa propre vie. Cette dynamique devient encore plus évidente à l'âge mûr. Après 50 ans, les comparaisons ne portent plus sur la carrière ou la beauté. Elles tournent autour de la stabilité émotionnelle, de la santé, des liens familiaux, du sens de la vie. Et pour certaines personnes, vous voir aller de l'avant avec paix et dignité est insupportable. Alors, lorsque la vie vous impose une souffrance, elle respire de soulagement, même si elle ne l'avoue jamais. Ce type d'amitié est extrêmement toxique, car il détruit le lien de confiance émotionnelle. Vous commencez à vous demander si vous pouvez partager vos joies, par crainte de la jalousie. Et vous vous demandez également si vous pouvez partager vos peines, par crainte d'un jugement caché. Freud disait que la cruauté la plus néfaste est celle qui se dissimule sous le masque de l'affection. Car dans ce cas, l'inconscient de l'autre utilise votre douleur pour nourrir son propre narcissisme. Et c'est quelque chose que personne ne devrait tolérer. Reconnaître ce schéma est un acte de courage. Car souvent, ces personnes sont à vos côtés depuis des décennies. Ce sont des amis d'enfance, des compagnons de foi, des partenaires de voyage. Mais le temps n'est pas synonyme de vérité. Et garder près de soi ceux qui se nourrissent de votre douleur est une forme de suicide émotionnel lent. Vous n'avez pas besoin de les confronter, ni de dramatiser. Il suffit de le remarquer, de l'accepter et de s'éloigner en silence. Parce que ces personnes ne changent pas, à moins d'affronter leur propre vide. Et ce n'est pas votre travail. À maturité, la douleur est déjà assez lourde. Ne la confiez pas à ceux qui vibrent, même en silence, de votre tristesse. L'une des expériences les plus étranges et révélatrices que vous pouvez vivre après 50 ans est de remarquer que certains amis commencent à s'agacer précisément lorsque vous allez mieux. Vous devenez plus calme, plus sélectif, plus introspectif. Vous réduisez votre exposition. Vous parlez moins, vous jugez moins, vous vous taisez. Vous commencez à apprécier la paix plutôt que l'agitation, la lucidité plutôt que l'apparence. Et ce qui devrait susciter l'admiration provoque la résistance. Freud l'a décrit avec précision, le mécanisme de résistance. Lorsqu'une personne proche de nous change, surtout pour le mieux, ce changement peut être perçu comme une menace par l'inconscient de ceux qui restent prisonniers de la stagnation. Le faux ami ne le dit pas ouvertement. Il n'admet pas qu'il est envieux de votre évolution ni que votre nouveau regard le dérange. Au lieu de cela, il se moque. « Tu es devenu mystique maintenant? Tu es tellement silencieux? Tu es devenu bizarre. Tu as changé et pas en bien. » Il essaie de te ramener à ton ancien rôle. Ce rôle prévisible, sûr, où tu étais le rigolo, celui qui est toujours disponible, celui à qui tout le monde se confie, l'épaule amicale, le fou émotionnel. Votre nouvelle version ne correspond plus au scénario qu'il avait construit avec vous. C'est pourquoi il résiste. Ce que Freud appelait la structure psychique de la relation est précisément cela, une configuration inconsciente où chaque personne joue un rôle fixe. Lorsque vous évoluez et commencez à sortir de ce rôle, l'autre s'effondre intérieurement, car il sent qu'il perd le contrôle du récit. Il essaie alors de saboter votre progression, pas directement, mais par des sarcasmes, des insinuations, des éloignements sélectifs. Il cesse de vous inviter, ou il vous invite dans des endroits où il sait que vous ne voulez plus aller, juste pour pouvoir dire « tu t'es isolé ». Il vous fait porter la responsabilité de la rupture qui, en réalité, est née en lui.
Ce type d'amitié ne fonctionne que si vous ne changez pas, si vous continuez à servir, à rire, à céder, à jouer le jeu qu'il attend de vous. Mais lorsque vous choisissez une nouvelle voie, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou même physique, le lien révèle ce qu'il était réellement, une prison émotionnelle sous couvert d'affection. La maturité, cependant, exige exactement le contraire, la liberté intérieure, la capacité de se transformer sans demander la permission, de renouveler son cercle d'amis, de maintenir les liens qui accompagnent votre parcours et de laisser derrière vous ceux qui n'aiment que l'ancienne version de vous-même. Freud disait que l'évolution d'un individu génère souvent des réactions hostiles chez l'autre, car le changement de l'un oblige l'autre à se regarder. Et rares sont ceux qui sont prêts à accepter ce type de miroir. C'est pourquoi, si vous traversez cette période où vous êtes plus calme, plus réfléchi, plus distant, et que vous remarquez des regards de travers ou des remarques acerbes de la part d'anciens amis, comprenez bien, le problème ne vient pas de vous. Il vient de ce que vous représentez désormais. Vous êtes devenu un rappel vivant qu'il est possible de changer, qu'il est possible de guérir, de se libérer, de faire de meilleurs choix. Et ceux qui n'y sont pas encore parvenus peuvent réagir par la critique ou le mépris. Mais c'est le meilleur filtre de la maturité. Les faux amis tombent d'eux-mêmes, non pas parce que vous les avez chassés, mais parce que votre évolution est devenue insupportable pour leur stagnation. Et quand cela arrivera, ne faites pas marche arrière, ne diminuez pas votre éclat, ne vous excusez pas d'avoir grandi. Car, comme le dirait Freud, devenir pleinement soi-même est la seule véritable mission de l'être humain. Et si votre changement éloigne les faux amis, c'est le signe qu'il fonctionne. Tout deuil est un travail psychique. Sigmund Freud. Se débarrasser d'une fausse amitié n'est pas seulement un choix rationnel. C'est un processus émotionnel profond et souvent douloureux, parce que nous ne nous éloignons pas simplement d'une personne. Nous laissons mourir une image idéalisée, une ancienne attente, une histoire qui nous a un jour nourris. Freud disait que le deuil ne survient pas seulement lorsque nous perdons quelqu'un à cause de la mort. Il se manifeste chaque fois que nous nous séparons de quelque chose dans lequel nous avons investi émotionnellement. Un amour, un rêve, un rôle social, un ami. Lorsque le lien est rompu, l'ego doit réorganiser son énergie. Et cela demande du temps, des efforts et de la conscience. Se détacher d'un ami que vous aimiez, mais qui, avec le temps, s'est révélé faux, est une sorte de deuil silencieux. Il y a de la honte, parce que vous avez trop fait confiance. Il y a de la tristesse, parce qu'il y a eu de vrais moments d'affection. Il y a de la culpabilité, parce que la décision de s'éloigner peut sembler dure, mais le plus important est de comprendre que ce deuil est nécessaire pour préserver votre santé psychique. Après 50 ans, la vie commence à réclamer de la légèreté. Il n'y a plus de place pour supporter des poids inutiles. L'énergie est plus précieuse, le temps plus rare, la lucidité plus aiguë, et les relations fausses sont une forme lente d'intoxication émotionnelle. Elles drainent la vitalité, effacent l'éclat et réduisent l'estime de soi. Beaucoup de gens hésitent à s'éloigner par peur de la solitude, mais le véritable cadeau de la maturité n'est pas d'avoir beaucoup d'amis, mais d'en avoir peu et de vrais. Et pour cela, il faut supprimer les excès. Faire un nettoyage émotionnel. Comprendre que maintenir des liens par obligation revient à garder des plantes mortes par attachement. Elles prennent de la place, mais n'apportent plus de vie. En vous détachant d'un faux ami, vous ne devenez pas amer. Au contraire, vous devenez lucide. Et la lucidité est le premier pas vers la libération. Freud considérait la lucidité comme la capacité à reconnaître ce que l'inconscient tente de cacher. Et une fois que l'on voit la vérité, il n'est plus possible de faire semblant. La lucidité n'est pas de la froideur, c'est du courage. Le courage de dire « cela ne me fait pas de bien ». Le courage d'aller de l'avant sans porter le poids des liens brisés. Le courage d'accepter que tous ceux qui sont venus jusqu'ici n'ont pas besoin de continuer. Le processus de détachement n'exige ni dispute, ni vengeance, ni discours. Parfois, le silence suffit, l'absence définitive. La porte fermée avec délicatesse. Et il y a quelque chose de beau dans cela, car lorsque vous fermez une porte qui était déjà en train de pourrir, l'air recommence à circuler. De nouvelles rencontres deviennent possibles. Des espaces s'ouvrent pour les personnes qui respectent votre vérité. Et surtout, vous commencez à vous respecter d'une nouvelle manière. Le deuil d'une amitié est une traversée. Mais de l'autre côté se trouve la liberté. Comme l'a écrit Freud,
Nous ne devenons vraiment libres que lorsque nous avons le courage de perdre ce qui ne nous sert plus. Alors, si vous sentez qu'un lien doit prendre fin ou qu'un ami n'a plus sa place dans votre nouveau cycle, acceptez-le. Respectez ce que vous ressentez et ayez confiance que le détachement n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité à l'état pur. La vie est courte et vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour continuer à faire semblant. 9. Conclusion. L'amitié, c'est le reflet de la maturité, 600 mots. Nous arrivons à la fin de ce voyage de réflexion et la question la plus importante à se poser maintenant est peut-être qui mérite vraiment de rester à vos côtés. Pour résumer l'essentiel, selon les enseignements de Sigmund Freud, 2 signes psychiques se distinguent comme révélateurs d'une fausse amitié. L'ambivalence émotionnelle déguisée en compliment, lorsque l'ami, incapable de gérer ses propres sentiments de jalousie ou de compétition, dissimule son hostilité derrière des mots doux mais blessants. L'absence dans les moments de vulnérabilité, lorsque celui qui se disait présent disparaît face à votre douleur, à votre deuil, à votre crise, parce qu'il ne supporte pas d'affronter votre fragilité ou la sienne. Ces signes apparaissent rarement de manière explosive. Ils sont là depuis des années, cachés derrière des silences gênants, des sourires forcés, des gestes calculés, des invitations qui ne se concrétisent jamais et des aides qui ont toujours une excuse. Mais avec le temps et avec l'affinement de la conscience qui vient après 50 ans, l'invisible devient visible. Freud nous rappelait que l'inconscient n'est jamais silencieux. Il s'exprime dans les détails, et c'est dans ces détails que l'âme de l'autre se révèle. La maturité nous donne la lentille pour voir ce qui n'était auparavant qu'intuition. Et plus que cela, elle nous donne la permission d'agir sur la base de cette vision. À 50, 60, 70 ans, nous avons dépassé le stade où nous voulons plaire à tout le monde. Nous savons déjà que tous ceux qui nous entourent ne nous veulent pas du bien, et que l'amitié véritable est aussi rare qu'une pierre précieuse. C'est pourquoi nous avons le droit et le devoir d'être sélectifs. Non par arrogance, mais par sagesse. La maturité ne consiste pas à accumuler des liens, mais à les purifier, à ne plus laisser les personnes toxiques perturber votre paix intérieure, à comprendre qu'il vaut mieux être seul et léger qu'accompagné et étouffé. Le filtre de l'âme doit être plus fort que le désir de compagnie. Freud disait que la liberté émotionnelle ne se produit que lorsque nous avons le courage de regarder en face ce qui nous dérange, sans faux semblant. Et de nombreuses amitiés n'existent que parce qu'elles n'ont pas été examinées avec honnêteté. Lorsque vous commencez à y prêter attention, vous découvrez que certaines d'entre elles reposent sur la commodité, la peur, la nostalgie ou l'apitoiement sur soi-même. Et aucune de ces bases ne résiste au temps. Les vraies amitiés n'exigent pas que vous fassiez semblant, que vous vous taisiez, que vous vous rabaissiez. Elles ne vous demandent pas de rester qui vous étiez. Elles acceptent que vous changiez. La véritable amitié s'épanouit là où il y a vérité, réciprocité et respect. Et si ces 3 piliers sont absents, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est qu'un accord émotionnel mal résolu. Alors, si après avoir regardé cette vidéo, vous avez ressenti un serrement dans la poitrine, un souvenir désagréable, un nom qui vous est venu à l'esprit, prêtez attention à cela. Il est peut-être temps de revoir ce lien, de clore le cycle, de vous permettre une nouvelle phase, plus propre, plus claire, plus fidèle à ce que vous êtes devenu, car, en fin de compte, l'amitié est le reflet de notre propre évolution, et personne ne devrait porter jusqu'à la vieillesse le poids de relations qui sont déjà mortes à l'intérieur. Aimez profondément, pardonnez avec sagesse, mais avancez avec légèreté, et souvenez-vous de ce que Freud nous a enseigné. Être totalement honnête avec soi-même est un bon exercice. C'est peut-être le moment de commencer. Si cette réflexion vous a parlé, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.